On dit qu'en France, c'est vrai que le système scolaire est dur, on nous en demande beaucoup, mais l'école française à l'étranger, je trouve que c'est pire. Pour réussir, faut que ton voisin il échoue. En tout cas, au Québec, c'est très optimiste, on s'entraide. Voilà, moi je me voyais pas mettre les enfants à l'école française et ça va un peu à l'encontre de la vie quotidienne. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je vous amène aujourd'hui à la rencontre d'Amélie à Montréal, au Canada. Alors qu'elle vient d'accoucher de son second enfant, en 2016, Amélie a envie de renouveau. Vivant sous les toits à Paris, elle et son mari Johan veulent être libres. Après plusieurs essais aux États-Unis et à La Réunion, c'est sous l'impulsion d'amis qu'Amélie et son mari plaquent tout, avant même d'avoir leur visa, et prennent la direction de Montréal avec leurs 2 enfants. 2 jours pour faire les cartons, une offre d'emploi reçue dans un Starbucks. Amélie nous raconte sans tabou les dessous de l'expatriation en famille. Nous discutons aussi avec cette enseignante des différences entre les systèmes scolaires et les approches pédagogiques entre le Canada et la France, mais aussi du franglais à la maison ou encore de son intégration sociale. Un joli épisode que je suis heureuse de vous proposer aujourd'hui, alors je vous souhaite une belle rencontre avec Amélie et bonne écoute. Bonsoir Amélie, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu ? Salut Anne-Fleur, merci de m'avoir proposé de participer. Donc je m'appelle Amélie et je suis actuellement à Montréal au Canada et je viens de région parisienne en France. D'accord, très bien. T'as passé toute ta vie en région parisienne ? Non, donc j'ai grandi dans les Yvelines et ensuite avec mon mari on est parti, donc mon mari actuellement, on est parti vivre sur Paris où on a passé un peu plus de 8 ans. D'accord, donc toujours quand même un peu dans le même coin, le même coin de la France. Très bien, ça fait combien de temps que tu es au Canada ? Ça fait un petit peu plus de 3 ans. On est arrivé sur Montréal donc fin décembre de l'année 2016. Ah ouais, juste avant un bon gros hiver sympa pour s'accueillir quoi. Exactement. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, de discuter de ton expatriation et de ton séjour, enfin de ta vie au Canada, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire un petit peu, quel âge t'as, à quoi ressemble ta famille, et ce que tu fais dans la vie ? Alors donc j'ai 31 ans. J'ai une formation en professeur des écoles, donc pour le niveau primaire, que j'ai pu faire en France. Et ici, j'ai travaillé comme éducatrice à l'école française et à l'école québécoise. Donc je suis venue au Canada avec mon mari, qui lui donc il travaille dans le bâtiment, et on a 2 petits garçons. Owen et Nolan, qui ont 6 et 4 ans maintenant. Ok, super. Ce sera d'ailleurs intéressant, je pense, de discuter un petit peu des différences entre l'école française et l'école québécoise. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a amené au Canada et à quoi ressemblait votre vie de couple, du coup, si j'ai bien compris, avant de partir et de vous expatrier au Québec ? Avant de venir au Canada, donc en gros, je te situe début 2016. Donc on était à Paris, tous les 4, parce que je venais donc d'accoucher de mon 2e petit garçon. On habitait dans un 2 pièces, tout petit, sous les toits, dernier étage sans ascenseur. Et c'est vrai que moi j'avais toujours dit à mon mari, je veux partir à l'étranger. C'était un rêve pour moi, que ce soit sur court ou long terme. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents et je pense que voilà, mon père a glissé une petite graine comme ça, comme quoi l'étranger c'est sympa. Et ils ont vécu à l'étranger, tes parents eux-mêmes, ou juste en voyage, en vacances ? Non, juste en voyage, mais c'est vrai que mon père m'a toujours dit si vous pouvez partir, partez. Donc d'accord. Voilà, et c'est vrai il que a clairement planté la graine, effectivement. Ouais, et c'est quelque chose qu'on avait un peu laissé de côté, et surtout une fois qu'on a les enfants, on pense plus forcément à tout ça. Et je sais plus pourquoi, donc début 2016, nous alentours de février, on s'est mis à en reparler, mais juste comme ça, tu vois, une idée en l'air. Et tout doucement, Johan, hop, par le biais de son travail, il s'est mis à regarder les offres d'emploi un peu partout à travers le monde. Ouais. Mais voilà, c'est juste oh tiens, regarde, il y a une offre à tel endroit. Oh, ça serait sympa. Oh, et puis il y en a une aussi ici. Et puis effectivement, on voyait que ça pouvait être Singapour, comme les États-Unis, un peu partout. Et donc lui aussi, l'idée a fait son petit chemin dans sa tête. Et quelques semaines après, il était en train de refaire un peu tout son profil LinkedIn, son CV, et puis il se crée un réseau professionnel.
Voilà, pour savoir un peu comment ça se passait pour ceux qui étaient déjà partis ou par son travail. Donc voilà, comme quoi l'idée était bien là quand même. Et puis voilà, après maintes recherches et puis discussions, voilà, il a pris rendez-vous avec des RH à son travail. Et puis il a commencé à passer des entretiens téléphoniques. Donc il a aussi beaucoup pratiqué son anglais parce que la majorité des entretiens qu'il devait passer donc étaient pour les États-Unis et donc aussi le Canada. Et c'est vrai qu'il parlait pas du tout anglais, donc tous les soirs il était là en train de préparer son petit discours en anglais. D'accord. On a eu une offre pour Richmond, c'est au sud de Washington, où ça accrochait plutôt bien. On était super motivés. Nous, on s'y voyait déjà aux États-Unis. Et ça a bloqué ensuite avec les RH en France. On sait pas pourquoi. Ensuite, on a repostulé pour un job. C'était à La Réunion. Donc bon, toujours France, même si plus vraiment la France. Et donc pareil, l'entretien se passait bien. Et puis au moment où ça devait passer par les RH, c'est pas passé. Le dossier a été bloqué. Ça nous a un peu démoralisés dans toutes ces démarches parce que à force, on s'y croyait et on avait de plus en plus envie de partir, peu importe où c'était. Nous, on était prêts à partir n'importe où, du jour au lendemain. On est rendu, tu vois, au mois de mai. Il a un ami d'enfance qui nous appelle, avec qui il reprend contact et qui lui est à Montréal. Et voilà, on lui explique un peu notre situation, comme quoi on aimerait bien partir autre part et que ça marche pas quoi en France. Il y a toujours un blocus. Et puis lui, il nous dit mais tu démissionnes, tu claques tout et puis tu viens à Montréal. Et oui, mais on veut pas tout quitter comme ça du jour au lendemain. C'est quand même. Et puis nous, on a des enfants, c'est stressant. On serait que tous les deux, mais non. Et il nous dit mais les enfants c'est encore mieux. Tu vas voir le Canada, c'est le pays des enfants. Tout est fait pour eux. La vie, c'est le fun à Montréal. Donc, on se met à y penser. On se met à y penser. Moi, je reprends contact avec une de mes amies du collège, qui est aussi à Montréal, qui me dit un peu la même chose, que Montréal c'est super. Et puis on se retrouve à prendre un billet d'avion pour le mois de septembre pour Montréal. Pour aller explorer. Vous y étiez jamais allé, toi-même, dans les nombreux voyages que tu avais fait étant enfant, t'étais déjà allé au Canada? Alors moi, je suis déjà venue au Canada, par rapport à l'année 2016, si tu veux. 10 ans plus tôt, le 25 décembre 2006, je prenais la première fois l'avion pour Montréal. Et tu vois, 10 ans plus tard, à un jour près, j'arrivais à Montréal en famille. Mais donc oui, non, moi j'ai déjà vu l'hiver québécois, je savais un peu à quoi m'attendre. Et non, Johan, lui, c'était la première fois qu'il allait. Donc Johan, c'est mon mari. C'est lui, la première fois qu'il allait au Canada. Donc en fait, il a pris un billet d'avion pour lui tout seul, pour aller passer directement des entretiens sur place. Chose qu'on n'a pas le droit de faire, mais qu'on a quand même faite. Et pourquoi on n'a pas le droit de le faire? C'est le fait de venir en tant que touriste, t'es pas censé chercher du travail, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, t'as pas le droit de venir chercher du travail sur place. Tu peux le faire depuis ton pays d'origine, mais voilà, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Il a créé son petit réseau, il est rentré en contact avec plein de monde et on lui a dit « ton profil m'intéresse, mais il faut que tu sois sur place ». D'accord, ok. Et donc à ce stade-là, vous aviez complètement mis de côté la possibilité de réussir à se faire muter en fait par sa boîte actuelle à l'époque, quoi. Oui, les RH bloquaient à chaque fois dès qu'on avait quelque chose qui nous intéressait, donc on s'est dit il faut trouver autre chose si on veut partir. D'accord. Et alors, une question qui me titille, si je puis dire. Donc j'ai compris donc que vous aviez cette envie de partir à l'étranger, mais elle vient d'où cette envie? Enfin, pourquoi vous vouliez absolument partir à l'étranger? Enfin, quelle était votre motivation plus profonde? C'était pour vos enfants, pour votre couple, pour la vie de tous les jours, pour je sais pas, le pouvoir d'achat, pour le niveau de vie, pour la santé. Enfin bref, c'était pourquoi? Ou pour rien du tout d'ailleurs de tout ça? Non, je pense qu'il y a un petit peu de tout. C'est vrai que on était à Paris, c'est quand même. Enfin bon, j'adore Paris, j'ai toujours aimé Paris, la vie est très sympa là-bas, mais ça restait quand même stressant au niveau de l'emploi. C'est vrai qu'on avait quasiment pas de vie de famille quand voilà, t'as Joanne qui rentre à 20h du travail, c'est sûr les enfants sont couchés, t'en profites pas. Et puis en plus on était un peu dans la période, tu sais, où il y a eu tous les attentats à ce moment-là, en fin d'année d'avant, et puis au mois de juillet de l'année où on était dans les démarches, il y a eu l'attentat de Nice, et c'est vrai que
on sortait de chez nous. Nous, on habitait à côté du Parc des Princes. Il y avait tout le temps, tous les événements sportifs. Et avec l'Euro à ce moment-là, ça nous stressait et on se disait, on peut pas continuer de vivre comme ça. Et puis on avait envie de voir autre chose et puis pouvoir profiter de notre vie familiale. Et c'est ce qu'on nous vendait un petit peu. En tout cas, en nous parlant de Montréal. D'accord. Donc, du coup, vous voilà à débarquer donc pour repérer la ville et pour que Joanne puisse faire ses premiers entretiens. Comment ça se passe alors? Donc moi, je suis restée en France avec les enfants. Il a pris l'avion tout seul. Il a été hébergé donc par son ami d'enfance. Donc c'est vrai que avec le décalage horaire, j'arrivais quand même à avoir des petites nouvelles. Donc voilà, il a passé de nombreux entretiens. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé à chaque fois. Après, c'était plus, au niveau du salaire, ce qui lui convenait ou lui convenait pas, parce que c'est sûr, en arrivant à 4, c'est pas le même salaire que quand tu dois arriver tout seul. Surtout en Amérique du Nord aussi, où le coût de la vie est quand même très différent de celui de la France. Vous étiez bien renseigné, bien conseillé là-dessus, du coup? On ne s'est pas du tout renseigné. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. Il a fait vraiment son calcul par rapport, en France, je touche tant, donc là-bas, il nous faudrait environ tant. Et puis ensuite, son ami, l'a un peu conseillé sur le salaire minimum. Ok, donc il partait quand même pas de zéro. Voilà, et donc il est revenu avec une proposition d'emploi. Génial, ok. Voilà. Et alors, dans quelles conditions alors? Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Est-ce que lui, du coup, il était enthousiaste sur la mission? Alors ça s'est fait à un Starbucks, voilà, très à l'américaine, autour d'un café. Il a dit un peu ce qu'il savait faire et puis ça a plu. Ah oui, je t'embauche, ok, mais il avait même pas vu ses diplômes. Les diplômes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le travail. Bon ok. Et non, le salaire était convenable. C'était pour un poste de chargé de projet. Okay. Bon, actuellement, il a monté au sein de l'entreprise. Et voilà, il a dit ensuite que donc son patron devait parler quand même au reste de l'équipe pour valider tout ça. Et une fois rentré en France, Joanne a fait un peu une vidéoconférence avec tout le monde. Et puis tout le monde était très enthousiaste à l'idée de l'avoir, un cerveau organisé, on va dire. C'est ce qu'ils aiment bien ici, la rigueur française. Ah, c'est vrai, c'est pour ça que les Français sont connus? Ouais, on est très rigoureux, très organisé. Donc là, début novembre, donc il a l'offre d'emploi et nous, on attendait l'ouverture donc des rondes et des permis de travail parce on misait sur un permis jeune professionnel. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça marche? Alors, un permis jeune pro, donc sachant que ça change un petit peu tous les ans, hein, les règles, mais il faut avoir donc maximum 36 ans, être dans une certaine catégorie d'emploi. Donc, il y a 0, A, B, C, sachant que la 0, c'est la meilleure. Et donc, si tu as une offre d'emploi, tu obtiens automatiquement un permis de travail. Et une fois sur place, t'es même bénéficiaire pour avoir la RAMQ. La RAMQ, c'est l'assurance maladie sur place. D'accord. Et ce visa ou ce permis, il est ouvert à tout le monde ou c'est un pour les Français ou comment ça se passe? Ouais, il est ouvert à tout le monde. Après, il y a des quotas par pays, hein, bien sûr. Et c'est vraiment, il est là pour 2 ans et tu peux l'avoir que si tu as une offre d'emploi au préalable. Donc toi, tu pouvais pas en avoir un du coup? Non, mais lui, comme il était dans une catégorie d'emploi 0, ça me permettait à moi d'obtenir un permis de travail ouvert. Donc de pouvoir travailler où je veux, il n'y avait aucune restriction sur mon permis de travail. Et bien sûr, les enfants d'avoir un permis visiteur. Génial, ok. Donc du coup, comment t'appelles ça, les rondes ouvrent en novembre ou décembre? Elle devait ouvrir au mois de novembre et puis on ne sait pas pourquoi. Nous, on a supposé que c'était par rapport aux élections américaines qui tombaient à ce moment-là. Toutes les semaines, c'était retardé et donc ça nous stressait un petit peu parce que tu dis ça y est, ça va ouvrir et non, ça n'ouvre pas. Et donc le temps file quoi et on est rendu fin novembre et on se dit bon, ça n'a pas ouvert. Il est encore à son emploi, mais il faut penser à démissionner parce qu'il y a les 3 mois de préavis. Nous, on avait prévu de faire partir un caisson pour emmener les affaires des enfants, leurs meubles. Et c'est pareil, il faut le faire partir parce que ça prend quand même du temps. Donc plein de petites choses comme ça qui s'accumulent. Et donc c'est pas grave, tant pis. Il prend la décision de démissionner alors qu'on n'est pas encore dans la ronde. Donc coup de stress. En y repensant, je me dis on est un peu fou quand même. Heureusement, donc début décembre, la ronde ouvre, on est dedans tout de suite.
On se dit heureusement parce que ça se trouve on pouvait être dans celle du mois d'après. Hein. Il y a pas de, c'est pas parce qu'on s'inscrit tout de suite qu'on est dedans obligatoirement. C'est par tirage au sort? Non, dans ces rondes-là, c'est pas par tirage au sort. Du moment que t'es dans la ronde, t'es sûr que tu l'as, ils vérifient juste que t'as bien tous tes documents en règle. D'accord, ok. Voilà. Donc on est dans la ronde, c'est bon, tout va bien. Donc là on se dit maintenant faut faire partir le caisson. Donc là on appelle et ils me disent OK, ça part dans 2 jours. Donc faut faire les cartons. Catastrophe. 2 jours. Donc on se dit même si on est dans la ronde, on n'a pas nos papiers, c'est quand même pas rassurant. Tu te dis t'as plus d'emploi, t'as pas de papiers, t'as démissionné et en plus tu fais partir tes affaires. Mais dans quoi on se lance? Bon, on l'a Toi, quand même tu fait. travaillais à ce moment-là? T'étais enseignante encore ou t'étais... Non, je travaillais pas. Je travaillais. D'accord. Enfin, j'ai fait des petites missions comme ça à mi-temps pour combler, mais non, j'avais pas repris parce que je me doute bien que c'était pas le moment là. Ouais, non, mais du coup, heureusement, ouais, d'accord, ok. Et donc voilà, donc on a fait partir nos affaires et une semaine après, on apprenait que c'était bon, on avait tous nos papiers. Ouh, ok. Ouais, donc enfin, ça s'est bien goupillé, quoi. C'est super. Ouais, c'est pas forcément dans l'ordre, mais ça s'est bien passé. D'accord. L'entreprise de ton mari lui avait donné un peu une deadline à laquelle il voulait qu'il commence absolument, ou une date à laquelle il voulait absolument qu'il commence? Ouais, on avait le 16 janvier. 16 janvier, il devait commencer à travailler. Ah ouais, donc le mois suivant, d'accord. Ouais. Alors comment ça s'est passé? Il y est allé avant vous ou du coup vous avez coupé les enfants de l'école en décembre et vous êtes partis? Comment ça s'est passé? Raconte un peu. Alors les enfants, Nolan, il avait 2 ans et demi et Owen, il avait moins d'1 an, donc il y avait pas d'école, c'était juste la crèche. Donc pas de souci de ce côté-là. On est partis, nous juste tous les deux, donc fin décembre, le 26, avec mon papa pour enclencher nos permis de travail et puis ensuite s'inscrire pour obtenir notre numéro d'assurance sociale pour pouvoir travailler, s'inscrire à l'assurance maladie, voilà, faire toutes les démarches. On avait fait des recherches d'appartements, donc en arrivant ici, c'était pour en choisir un et puis commencer à s'installer. Donc voilà, on a fait tout ça en 4 jours, tous les deux avec mon père. Waouh, ok. Ensuite, on est revenu en France pour récupérer nos enfants. Ouais, tout simplement. Voilà, profiter quand même, tu sais, dire au revoir un peu à tout le monde. Et puis on est revenu ici tout début janvier avec les enfants. D'accord. Alors, le plus petit, j'imagine qu'il s'est pas trop rendu compte de ce qui se passait. À 2 ans et demi, je sais pas non plus, remarque, c'est encore un peu jeune. Est-ce que tu les as préparés un petit peu les enfants au départ ou enfin comment ça s'est passé? Alors le petit, non, pas du tout, parce que c'est vrai que trop petit, hein, moins d'1 an, il se rendait compte. Ouais, Il s'est il est pas rendu heureux là compte où de grand chose, je pense. Ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Pour lui, sa maison c'est le Canada. Hein. Il a rien connu d'autre, je pense. Ouais. Et Nolan, on lui avait bien expliqué que voilà, oui, on va changer de pays, donc on pourra plus voir ses amis qu'il avait actuellement à la crèche. C'est sûr, papy et mamie, on les verra moins souvent, mais on pourra se téléphoner. Donc voilà, au début, voilà, il nous disait oui, voilà. Ouais, ça doit paraître abstrait tant que ça s'est pas passé, hein, j'imagine à cet âge-là. C'est ça. Et puis bon, après, de lui dire que t'es à l'autre bout du monde, pour lui, ça fait pas de différence, hein. Ouais, bien sûr. Après, en arrivant, il s'en est quand même un peu plus rendu compte. Déjà, quand on est sorti de l'aéroport, qu'on a pris un taxi, on est sorti, il est tombé dans la neige. Oh, petit chou. Donc, tu te doutes bien que c'est la première fois qu'il tombait dans la neige. Ah ouais, ça il lui avait a pas jamais vu plu. de neige encore. Non, il avait pas vu de neige. Voilà, tombé dedans, il faisait bien froid, ça ne lui a pas plu. La neige, c'est froid, ça mouille. On rentre à la maison, maman. Je vais être là. Voilà. Bon, heureusement, maintenant il adore, hein, mais c'est vrai que sur le coup, ça fait un choc. Et en parlant d'arrivée, d'ailleurs, tu nous disais quand tu partageais un peu des anecdotes sur ton séjour, la première arrivée, donc quand tu es arrivé avec Joanne et ton papa pour vous installer, l'atterrissage, tu peux nous en parler 2 secondes? L'atterrissage, mon Dieu. En plus, le vol, il s'était quand même relativement bien passé parce que on avait été surclassé à l'aller. On se dit mais c'est le top, on est trop content, on va à Canada. En plus, on va être confortablement assis, on va bien manger. Ah oui, le repas, il est vraiment pas passé malheureusement. Il y a eu pluie verglaçante. Donc ce jour-là à Montréal. Donc pour ceux qui connaissent, hein, la pluie verglaçante ici, ça fait pas semblant, c'est une vraie patinoire.
Et l'avion a fait des boucles et des boucles autour de l'aéroport, plus les turbulences qu'il y avait. J'ai pris en photo la carte, tu sais, dans l'avion, là, où on voit le petit trajet d'avion. Ouais, et on voit toutes les boucles et j'en pouvais plus. On était malades. Et ils commencent à nous dire, bon, bah, en raison du mauvais temps, on va peut-être aller atterrir à Toronto. On dit, mais non, mais là, ça serait le pompon, faut qu'on sorte, on n'en pouvait plus. Donc oui, ça a duré une bonne demi-heure et puis il a essayé d'atterrir 2 fois. Donc ça a été un échec total parce qu'il a remis les gaz et il est reparti. Ah ouais, c'est pas rassurant ça. À ce point-là, parce que pour avoir pris quand même souvent l'avion, voilà, ça nous était jamais arrivé. Et donc ça fait bizarre quand même quand tu dis ça y est, c'est bon, on va se poser. Non, l'avion repart de plus belle. Mais bon, non, c'est bon. Une demi-heure après, on a quand même fini à se poser et on était contents de retrouver le sol. Tu m'étonnes. Et alors justement le sol, donc comme tu dis les pluies verglaçantes, c'est aussi quelque chose qu'on connaît à Boston. Quand tu dis ça devient une patinoire, enfin les trottoirs deviennent en fait recouverts vraiment ça d'une couche de glace assez épaisse, hein. Ouais. Et tout le monde se casse la tronche quoi. Oh oui. C'est assez hallucinant et on se promène facilement en fait. Moi je sais que j'ai investi dans des crampons que je mets sur mes bottes dans ces jours-là et on a l'impression de faire de l'alpinisme en plein centre-ville quoi. Ouais, bah, des crampons. J'ai tenu jusque-là, j'en ai pas acheté, mais je me dis, là, c'est bon, l'année prochaine, faut vraiment que j'investisse parce que au bout d'un moment, ça en devient ridicule, quoi. De se casser la figure comme ça a pas de sens. Ouais, non, mais on peut se faire très très mal, non, c'est clair. Bon, donc du coup, l'arrivée avec les enfants se passe un petit peu plus simplement? Ouais, ben non, tranquille, voilà, on a profité de la neige les premiers jours en famille, c'était sympa. D'accord, bon, super. Vous aviez choisi un appartement dans quel coin de Montréal, d'ailleurs? Sur le plateau. Mais c'était alors ça c'est cliché parce que maintenant les Français sont quand même éparpillés sur l'ensemble de Montréal, mais non, c'était vraiment un hasard, hein. On cherchait un peu au pif et voilà, niveau grandeur de l'appartement et puis l'emplacement, c'est ce qui nous correspondait le mieux et puis bah au final on s'est retrouvés sur le plateau et c'est vrai que bah on comprend mieux pourquoi on entend autant parler du plateau. C'est vraiment un coin très sympa de Montréal. Ah ouais. Tu peux raconter d'ailleurs un peu ce que c'est parce que c'est à côté d'un grand parc. Enfin, je pense que les gens qui sont pas allés à Montréal connaissent pas. Tu peux nous situer un petit peu, nous faire rêver, nous faire croire qu'on y est. Alors le plateau. Donc sur le plateau, il y a l'avenue Mont-Royal, c'est l'avenue principale, si tu veux. Donc c'est là où il y a plusieurs petits commerces, voilà, des petits cafés, des petits restos, et puis tout au bout, si tu vas tout droit, t'arrives au Mont-Royal. Il y a plein de petites rues très sympas, avec plein de petits, donc je veux dire, c'est des condos. Ici, c'est vrai que c'est pas un mot qu'on connaît en France, donc c'est des petites maisons qui sont sur 2 ou 3 étages. Donc voilà, c'est des photos qu'on retrouve un peu partout dans tous les guides touristiques, des jolies petites maisons un peu colorées. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, vraiment très mignonnes. Et donc oui, effectivement, il y a le grand parc La Fontaine. Donc voilà, il y a une partie, ça te fait comme 2 petits lacs et l'hiver on peut faire de la patinoire dessus. Et bah voilà, sinon il y a toujours plein de petits parcs aussi pour les enfants avec des aménagements, des modules. L'été, il y a aussi des pataugeoires, voilà, qui sont lancés quasiment, surtout quand il y a la canicule, c'est tout le temps ouvert, donc c'est vraiment sympa d'aller là-bas avec les enfants. Ouais, c'est cool, super. Et alors donc du coup, vous arrivez, vous profitez donc comme tu dis un peu de l'hiver de vous installer dans votre appartement donc sur le plateau avec les enfants. Comment se passe l'arrivée? Est-ce que tu as prévu du coup de les mettre en crèche? Comment ça se passe un peu tout ça? Donc ouais, on cherche à les mettre. Alors ici, pour le coup, c'est pas la crèche, c'est la garderie. La crèche pour eux, c'est la crèche de Noël. Donc oui, on cherche une garderie pour les mettre et puis pour qu'ils se refassent un peu des copains. Donc ça a été un petit peu plus compliqué que prévu parce que ici c'est un petit peu comme en France là-dessus, il te faut soit t'as de la chance et tu passes par le système public et donc ça te coûte quasiment rien. Mais là, voilà, faut vraiment s'inscrire, c'est plus limite plusieurs années à l'avance pour avoir une place. Soit tu passes par le système privé et alors là, ton salaire y passe. Ah ouais. Mais t'es sûr d'avoir une place et par contre, c'est super, ils ont plein d'activités. Donc nous, on a fini par trouver, on nous a conseillé et on a trouvé quelque chose pour les mettre. Bon, c'était quand même relativement loin de chez nous, donc on n'y est pas resté non plus très longtemps. On les a changés pour les rapprocher de la maison. Bah voilà, effectivement, mon salaire y passait.
Ah ouais. Mais c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus pratique de se dire on peut y aller à pied, on rentre à pied, il n'y a pas besoin de courir le soir pour aller les chercher. Ouais. Non, mais l'hiver, faut y penser parce que l'été, c'est beau. Mais l'hiver, quand l'autobus ne passe pas, quand voilà, il faut y aller à pied, mais qu'il y a 1 mètre de neige dehors, bah ça devient vite compliqué quand même. Ah, tu m'étonnes. Et alors, du coup, tu dis que ton salaire y passait, donc ça veut dire que toi, tu t'es retrouvé un boulot. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu cherchais? Et question subsidiaire, mais peut-être avant tout ça, c'est est-ce qu'il y a des équivalences du coup en tant qu'enseignant en France et au Québec? Oui, alors pour enseigner ici, ouais, il faut repasser une équivalence pour obtenir un brevet ou un permis d'enseignement. Donc j'ai pas regardé exactement en détail c'était quoi la différence l'un et de l'autre, mais bref, donc oui, il faut repasser une équivalence, chose que moi j'ai pas pu faire en tout cas jusqu'à maintenant parce que sur mon permis de travail il y avait marqué que je ne pouvais pas retourner à l'université. Ah ouais? Ah, Voilà. c'est marrant. Je pouvais travailler mais je pouvais pas retourner à l'université. D'accord. Oui. Et encore même plus loin que ça, au début sur mon permis de travail, j'avais une interdiction de travailler avec les enfants. Ah bon? Mais pourquoi? Parce qu'il fallait passer une visite médicale pour montrer que voilà, j'étais en pleine forme. Ah ouais. Pour pouvoir travailler avec des enfants. Donc j'ai dû passer une visite médicale. Donc voilà, c'est juste voilà, je vois un médecin, il m'ausculte vite fait et puis j'ai une radio des poumons. En fait, c'est la même visite médicale que quand on veut obtenir la résidence permanente. Ah ouais, c'est pareil pour la Et donc carte avec ça, voilà, avec ça, j'ai pu refaire un permis de travail pour enlever cette partie-là. Donc une fois que ça a été fait, donc j'ai commencé à postuler moi, donc oui, pour travailler dans les écoles. J'ai un peu n'importe où, hein. J'ai postulé un petit peu partout. J'ai commencé à faire du tutorat à domicile. Et puis finalement, je me suis retrouvée donc à l'école française en première partie de journée, donc à travailler comme éducatrice. Et l'après-midi dans une école d'ailleurs qui est pas très loin de chez moi où Nolan va maintenant à l'école. Donc pour faire l'aide aux devoirs à l'école québécoise l'après-midi. D'accord, ok. Est-ce que tu as observé, du coup, enfin j'imagine que tu as observé des différences dans l'enseignement, alors même si du coup tu n'enseignais pas dans les deux, entre les deux types d'écoles, ou comment on gère les enfants, comment on les éduque? Oh oui. Tu peux nous en parler un petit peu? Bon, après, l'école française, moi, je m'occupais surtout de la partie secondaire. Alors que là, à l'école québécoise, j'étais avec les petits, mais bref, ça revient quand même un peu au même. Non, l'école française, on dit qu'en France, c'est vrai que c'est dur. Le système scolaire est dur, on nous en demande beaucoup. Mais l'école française à l'étranger, je trouve que c'est pire. Ah ouais? C'est vrai que ouais. Les élèves, on leur en demande beaucoup, donc le niveau est très élevé. Et c'est vraiment un système un peu compétitif. Pour réussir, faut que ton voisin il échoue. Parce qu'il y a des systèmes de pourcentage et voilà, faut vraiment être le meilleur. C'est vrai que nous, en arrivant dans un pays où c'est, en tout cas au Québec, c'est très optimiste, on s'entraide. Voilà, moi je me voyais pas mettre les enfants à l'école française alors que on prévoit de rester au Canada et ça va un peu à l'encontre de la vie quotidienne et même au sein du travail par la suite, quoi. Bien sûr. Parce que voilà, à l'école québécoise, on arrive, donc déjà tout le monde s'appelle par son prénom. Donc mon fils quand il va à l'école, c'est bonjour. Voilà. Bonjour madame Fanny, comment vous allez? Et puis ils se font des câlins, voilà, c'est vraiment très très familial comme tu dis. Tu apprends par l'erreur. Tu vois, t'as fait une faute. Oh, c'est super. Bravo, t'as fait une faute. Maintenant, tu vas savoir et tu vas apprendre. Tu vois. Et voilà, plus le fait qu'ils travaillent souvent en petits groupes et tes amis sont là pour t'aider. Donc, il y a vraiment beaucoup de systèmes d'entraide comme ça. Ah, c'est chouette. D'accord. Et du coup, tes enfants, tu les as mis... Enfin, alors, du coup, oui, quand ils sont arrivés, ils ont commencé par la garderie, j'ai bien compris. Mais là, du coup, c'est Nolan, le plus grand, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est parti, du coup, en école française ou en école locale québécoise? Il est à l'école québécoise. Il a fait sa rentrée là en septembre parce que l'école commence, faut avoir 5 ans au mois de septembre pour pouvoir aller à l'école. Ok. Donc, il a fait sa première rentrée au mois de septembre. Génial. Il adore l'école. C'est vrai. Une révélation pour lui. Il est super heureux, il adore ça et ça se passe très très bien. Donc on est vraiment content. Mais à côté de ça, si tu veux, la garderie, c'est quand même un système éducatif, comme un petit programme qui leur est propre, avec donc toutes les choses qu'ils doivent savoir principalement, plus des petites activités à côté. Je sais que
Owen, le petit, il a un cours de musique, il a un cours de yoga. Au printemps, en C'est général, génial. ils font des cours de natation. Ouais. Enfin, tu vois, c'est quand même, c'est Ouais. bien rythmé. Ouais, c'est clair. Ah, c'est chouette. Même, enfin, ouais, du yoga, du sport, la natation, c'est super. Bon, super, d'accord. Et alors, du coup, comment se passe votre arrivée, votre intégration un petit peu socialement, et puis même ton mari, comment ça se passe le nouveau job? Alors, ben, on va commencer par son travail. Eh bien, écoute, tous les soirs, il rentrait en me disant, bon, bah, j'ai rien compris. Il me parle et je ne comprends rien. Parce que lui, c'est particulier, il travaille pas à Montréal, il travaille donc sur la rive nord de Montréal, donc à une trentaine de kilomètres. Donc pour le coup, c'est pas comme à Montréal où c'est quand même très mixé. Il est vraiment avec voilà des Québécois vrais. Et tous les soirs, voilà, il me racontait tous les nouveaux mots qu'il apprenait, toutes les choses qu'il comprenait pas, les différences de, voilà, quand tu dis quelque chose, mais pour eux, ça veut dire carrément l'inverse. Enfin, mais à part ça, sinon, ah oui, par exemple, un jour, il rentre et il me dit, donc ils avaient été manger dans un resto le midi, et à table, ils étaient tous là. Oh là là, c'est écœurant. Puis tu sais, tout le monde acquiesçait. Ah ouais, c'est vraiment écœurant, disons. Hein. Et lui, il était mais il comprenait pas, mais pourquoi il continue de manger si c'est vraiment aussi mauvais, quoi. Et puis lui, il disait, mais moi, en plus, c'est bon. Je comprends pas. Et puis il leur dit, tu sais, mais arrêtez de manger, faut pas vous forcer. Mais non, du tout, écœurant. En fait, ça veut dire que c'est tellement bon, bah que ça t'écœure, tu vois. Ah, d'accord. Ah ouais, non, c'est dingue. Ah ouais, d'accord. Ah, des petits moments de flottement, du coup, j'imagine. Ah oui, il y en a eu plusieurs. Il me dit, voilà, il y a des moments dans la journée où, bah, avec ses collègues, tu sais, tout le monde se parle et puis d'un seul coup, il y a un blanc. Mais on n'a pas dû se comprendre. Encore maintenant? Mais bon, non, non, non. Maintenant, j'ai envie de te dire, il est bilingue, bilingue québécois. Et encore, quand on rencontre des Français, maintenant, il y en a beaucoup qui demandent s'il est pas, s'il est Ah pas ouais? québécois, parce que tu sais, il a un peu pris l'accent. Ouais. Mais les Québécois, ils vont dire mais non, pas du tout. Ça s'entend qu'il est français. Et les Français, ils lui trouvent un accent. Donc lui, du coup, il se trouve un peu, voilà, il dit je suis plus français, mais je suis pas québécois. D'accord. Alors donc du coup, on parlait de son intégration donc au travail et puis dans la vie de tous les jours, comment ça se passe? Bah, c'est vrai que dans les tous les jours, c'est des pratiques d'avoir des connaissances déjà sur place. Voilà, hein, lui, un ami d'enfance. Moi, j'ai renoué avec, je t'ai dit, ma copine du collège. Donc c'était quand même, ça aide quand on arrive, je pense, de connaître quand même quelqu'un, parce que bah voilà, hein, la première année c'est pas toujours facile. Hein. Tu vois ta famille en France, voilà, qui continue sa petite vie. T'as tous les anniversaires et toi t'es pas là, mais on t'envoie des photos pour te récompense à toi. Ouais. Donc c'est vrai que de connaître quelqu'un sur place, ouais, ça aide. Et puis bah après, on se rapproche facilement d'autres Français, parce que c'est vrai qu'on est tous dans la même situation. On vit tous la même chose, et les amis qu'on se fait ici, je pense que les amitiés sont plus fortes que celles qu'on pouvait avoir en France. Je Ah sais ouais? pas si c'est le cas pour toi aussi. Ouais. Ouais, je pense Mais que voilà, je sais que on tisse à un niveau très différent effectivement que lorsqu'on était un peu dans notre zone de confort en fait en France. On cherche pas la même chose, je pense. voilà, moi je sais que, enfin naturellement, j'ai demandé à des copines, par exemple, tu sais, d'être contact d'urgence au début quand on est arrivé pour la garderie pour mes enfants. Bon bah oui, il y a aucun problème. Et puis bah moi je suis contact d'urgence aussi. Voilà, on sait que ça devient un peu comme notre deuxième petite famille, quoi. On fait l'action de grâce, tu sais, l'équivalent de Thanksgiving ensemble, on fête Noël ensemble, et ouais, c'est vraiment notre deuxième petite famille maintenant. Ah, c'est super. C'est super, c'est important. Et alors du coup, comment ça se passe la distance avec ta famille? Tu disais donc effectivement c'est pas toujours facile. Vous arrivez à rentrer ou est-ce que c'est enfin voilà comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous en faites des traditions de quand est-ce que vous rentrez en France? Est-ce qu'ils peuvent venir vous voir? Comment ça se passe? C'est vrai que moi je pensais pas que ça se passerait aussi bien pour moi. Je m'excuse pour ma maman si elle écoute ensuite ça. Mais c'est vrai que j'étais et je suis toujours très proche de ma famille, et je pensais que ça serait très dur parce que je les voyais souvent, et puis j'avais ma mère quasiment tous les jours au téléphone. Et en fait, j'ai l'impression que depuis qu'on est ici, le temps passe tellement vite parce qu'on fait plein de choses qu'ils n'ont pas vraiment le temps de me manquer. Ensuite, bon, c'est vrai,
on les a souvent au téléphone avec les vidéos, c'est très pratique. Donc même les enfants, ils savent très bien qui c'est. Quand j'appelle, ils ont beau être à l'autre bout de l'appartement, ils entendent la voix, ils savent qu'il y a papy et mamie au téléphone, ils accourent. Et donc ensuite, j'ai mes parents, j'ai de la chance qu'ils viennent quand même assez souvent. Ah, ça, voilà, ils ont pas vraiment le temps de me manquer que hop, ils sont là. Ouais, tu vivrais à l'autre bout de la France, tu les verrais certainement pas aussi souvent. C'est ça, exactement. Et c'est ce qu'on se dit des fois, hein, parce qu'il y en a qu'on a l'impression que la distance fait beaucoup, mais voilà, puis, comme tu dis, on sera à l'autre bout de la France. Hein. Mais ouais, donc moi je suis rentrée qu'une seule fois avec les enfants pour l'instant. Et je prévois normalement, on va voir en fonction de des prochaines semaines, hein, de rentrer en France au mois de juin. Mais bon, ça c'est pas dit encore. À être confirmé, d'accord. À te poser, tu nous as partagé une anecdote qui était, je trouvais assez rigolote. On parlait donc des différences de langage, alors entre le français de France et le français québécois. Ouais. Je sais pas comment le dire sans offenser qui que ce soit en fait, mais il y a aussi en fait, voilà, t'es dans une ville foncièrement cosmopolite à Montréal et on parle aussi beaucoup anglais. Et tu me parlais d'une anecdote où ton fils un jour a crié "Oh my God" en voyant les lumières de Noël. Et donc en fait, il parle franglais. Tu peux me raconter un petit peu comment ça se passe de ce point de vue-là? C'est vrai, ça c'est un peu la guerre entre les Québécois et les Français pour savoir lequel des deux dit le plus de mots en anglais. C'est quand même c'est quand même dingue parce que nous on dit c'est les Québécois, ils ont plein de mots en anglais et moi je l'entends maintenant avec Johan, hein, tous les mots anglais qu'il me dit constamment, mais parce que c'est son Québécois qui veut ça, hein. Mm-hmm. Voilà, et puis les Québécois qui vont dire non parce que vous dites parking, vous dites wifi, voilà, week-end et j'en passe. Donc c'est un peu la guerre. Et c'est vrai que les enfants à être baignés là-dedans. Et un jour, voilà, effectivement, comme tu disais, on se baladait, on regarde donc toutes les décos de Noël qu'il peut y avoir dans le quartier. Et puis mais Nolan était petit en plus, hein, parce que donc c'est 3 ans et demi il avait. Et il tourne la tête et puis tu sais, c'est d'un seul coup au coin d'une rue, là, paf, plein de lumière et oh my God, c'est beau les lumières. Et mais puis nous, c'est choqués. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Mais je parle français, maman. Non, là, tu parles pas français, ça. Et après, il va me dire, mais non, en anglais, c'est oh my God. Oh my God, c'est français. Ok. À 3 ans et demi, il peut te dire les différences de prononciation entre les deux langues. C'est dingue. Oui. Oh. Mais ça, il nous a fait beaucoup. Par exemple, il nous a appris à comment bien dire le nom des super-héros. Il était là, mais maman, Spider-Man, voilà, Batman, et puis Hulk. Et moi, j'étais là, Hulk, mais je connais pas ce super-héros-là, c'est qui? Mais si, Hulk! Puis je cherchais, je dis, mais quand même, parce que je les connais, hein. Et je dis, ah, Hulk, celui qui est tout vert. Hulk? Mais non, maman, c'est Hulk! C'est énorme. Ok, oui, mais c'est bon, j'ai compris maintenant. T'inquiète. Ah, énorme. Non, il va être bon en anglais. Ouais, tu m'étonnes. Et dans le même genre, tu m'avais parlé du jour où tu as essayé d'acheter une laveuse et une sécheuse. C'était quoi cette histoire? Ouais, oui, parce que moi, celle que j'avais en France, elle est 2 en 1. Hein. J'ai pas cherché plus loin que ça. Et ici, voilà, il en faut 2 différentes. Et on était allé donc sur une rue où ils en vendent d'occasion, là, usagées. Et donc pareil, québécois pure souche, et qui commence à nous parler sur les différences donc de produits, et puis il se met à parler finalement, je sais pas pourquoi, de plein d'autres choses, de la France, de la culture française et de Johnny Hallyday. Et voilà, c'était les jours où on venait d'arriver, donc si tu veux, avec le décalage horaire, c'était quand même pas facile. On était fatigués. Et il continuait, il parlait, et on se concentrait pour comprendre tout ce qu'il dit. Et puis plus il parlait, tu sais, plus par moment tu décroches, et puis tu dis, oh, c'est un peu comme rattraper le wagon quand il est en marche, là. Alors t'essayes, hop, ok, c'est bon, je comprends, et puis je comprends plus rien, et puis tant pis, on comprenait plus rien à ce qu'il nous disait, et puis oui, en attendant que ça passe. C'est dur. Qu'est-ce que ça a été pour toi, tu penses, le plus gros défi de cette expatriation? Et peut-être encore actuellement d'ailleurs. C'est une très bonne question. Écoute, j'ai l'impression que dans l'ensemble, tout se passe tellement bien
pour nous que j'en vois pas, j'ai envie de te dire. C'est vrai que la paperasse, c'est quand même long. Parce que nous, on vient d'obtenir notre résidence permanente il y a de ça un petit peu plus d'un mois maintenant. Félicitations, génial. Merci, c'est tombé à pic. Et c'est vrai que ce côté-là administratif, c'est long, ça demande beaucoup de temps et puis plus le temps passe, plus c'est long parce que malheureusement il y a beaucoup de demandes. Voilà, c'est un sacré budget. Il y a plein de petites choses à côté aussi qu'il faut faire et je pense que ça doit en décourager plus d'un. Si tu veux rester au Canada ou venir au Canada, franchement, faut être motivé vis-à-vis de ce côté-là. Bon, très bien. Et un point aussi qui semblait important quand on avait discuté, que je trouvais vachement intéressant en fait, t'en as un petit peu touché deux mots, mais j'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu. Beaucoup de gens pensent retrouver la France quand ils viennent au Québec, puisque on dit que c'est alors les pays cousins, enfin voilà, je sais pas trop comment est-ce qu'on assimile un peu ces deux. Oui, c'est ça le terme. Ouais. Voilà, mais finalement t'es sur le continent américain et t'as quand même une grosse empreinte américaine ici. Tu t'y attendais? Moi oui, j'étais pas partie du tout en me disant c'est la France. C'est vrai que bon, je suis hormis le fait d'être déjà venue. Voilà, j'ai quand même, je t'ai dit, beaucoup voyagé et voilà, chaque pays est différent. Et clairement, moi, je m'attendais pas à retrouver la France. Et c'était vraiment pour un peu, tu sais, tu repars à zéro. Mais les Français dans la rue, en tout cas, les nouveaux arrivants, tu les reconnais parce que eux, ils cherchent la France. Ah ouais. C'est du genre, t'es dans le magasin en train de faire tes courses et puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, tu vas entendre quelqu'un qui va dire ça c'est des vrais gâteaux. Et puis là tu te retournes, et oui, c'est un Français qui regarde le rayon biscuits français de France et qui est content de retrouver son paquet de petits Luc. Après les gens se plaignent, surtout comme aux États-Unis, le système de santé. Effectivement, l'alimentation c'est pas la même, c'est très Amérique du Nord, beaucoup de fast-food. Si tu veux manger équilibré, faut cuisiner. Donc non, non, on est dans une culture très américaine, ça n'a rien à voir avec la culture française. Ok, bon, très bien. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et ta famille pour la suite? Écoute, c'est déjà plutôt bien parti avec la RP en poche. C'était la bonne nouvelle de 2020. Ouais. Pour la suite, que ça continue comme ça serait vraiment super. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, je te dis un grand merci d'avoir pris le temps ce soir de me raconter ton histoire. Pour la petite histoire, pour les gens qui ne le savent pas, French Expat le podcast, et donc Manon de notre équipe a lancé un peu un défi cette année pendant le confinement et a fait des pairs, des binômes un petit peu d'auditeurs et de personnes qui voulaient avoir un peu utiliser ce qu'on appelle le buddy system pour discuter, pour échanger et voilà. Et en fait, Amélie et moi, nous avons été mises en binôme. Donc je suis très heureuse d'en apprendre encore plus sur toi ce soir, c'est très sympa. Amélie, tu le sais, à la fin de chaque épisode, on demande à notre invité de nous proposer 3 endroits ou 3 expériences à vivre dans la région ou dans la ville dans laquelle tu es qui te paraissent essentielles pour découvrir là où tu es. Qu'est-ce que ce serait ces 3 adresses? Ça, c'est un choix vraiment difficile. Mais alors moi, je vais dire, ça serait sympa d'aller se balader parce que de ce que j'ai pu écouter dans les autres invités, c'est pas forcément des choses qui reviennent. Le parc Jean Drapeau, ils ont réaménagé tout un espace qu'ils appellent le nouvel espace 67. Qui offre donc une très belle vue sur le vieux Montréal et puis donc on aperçoit derrière le Mont-Royal. C'est vraiment très très joli, on peut se balader, il y a des petits restos, un parc. Donc voilà, c'est une autre façon de voir Montréal, je trouve ça vraiment sympa pour boire ou manger quelque chose, un petit café. J'aime beaucoup, il y en a tellement dans Montréal. Il y en a tellement, mais c'est vrai que dans le vieux Montréal, il y a le Café Crew Collective qui est sur la rue Saint-Jacques, qui est dans la bâtisse de l'ancienne banque royale, au rez-de-chaussée. Donc c'est vrai que tu as toute l'architecture ancienne, et puis tu prends ton café, tu peux travailler là en mangeant un morceau. Il y a beaucoup de films d'ailleurs qui sont tournés dans cet endroit. Et puis sinon, venir se balader sur le plateau, regarder les jolies petites maisons colorées, et puis prendre le temps un peu de se perdre dans toutes les petites rues du plateau, c'est vraiment sympa.
Ah, écoute, super, merci beaucoup. Maintenant, on va récupérer toutes ces bonnes adresses et elle va les rajouter à notre compte Mapster avec le flag de ton épisode pour qu'on puisse les retrouver. Donc merci beaucoup. Écoute Amélie, je te dis encore un grand merci d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Je te souhaite donc que le bonheur continue pour toi et toute ta famille et puis je te dis à très bientôt. Merci Anne-Fleur. Et voilà, c'est terminé, c'est la fin de ce nouvel épisode. Un immense merci à Amélie qui a pris le temps de me raconter son histoire ainsi que celle de sa famille. Et puis merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez discuter de l'épisode, rendez-vous sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Retrouvez la vignette de l'épisode et puis venez en discuter avec nous ainsi qu'avec la communauté des auditeurs. On aura beaucoup de plaisir à échanger comme chaque semaine avec vous. Si vous avez écouté jusqu'au bout, il y a de grandes chances que vous soyez de grands supporters du podcast et je vous en remercie très sincèrement. Si vous voulez continuer à nous aider, à soutenir le projet, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast. Vous pouvez le faire sur votre iPhone, votre iPad, votre iPod, mais aussi sur Mac si vous n'avez pas d'iPhone. Ça nous aide infiniment et ça permet aussi au podcast de gagner en visibilité. Vous pouvez mettre 5 petites étoiles ainsi qu'un commentaire et vraiment un grand merci par avance. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur www.frenchexpatlepodcast.com et puis je crois que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et j'ai hâte de vous retrouver avec une nouvelle histoire lundi prochain.